Merci d'être présent aujourd'hui pour cette session autour du thème immigration et emploi. Je m'appelle Emma Fleury, je suis étudiante à Dauphine. Je vais tenter de vous présenter très brièvement le sujet. Je vais commencer par un chiffre, 10%. C'est le pourcentage de travailleurs immigrés parmi le total des travailleurs en France. Pour vous donner une idée, 20% des médecins sont des travailleurs immigrés ou encore 15% des personnels de restauration. Alors, l'immigration a-t-elle un effet sur l'emploi? Si oui, lequel? Cette question anime le débat politique depuis de très nombreuses années. Dans le passé, différentes vagues de migration nous ont offert des éléments d'analyse pour comprendre les effets de l'immigration sur l'emploi. De l'Algérie vers la France entre 62 et 68, de Cuba aux États-Unis en 80, ou bien de l'ex-URSS à Israël à la chute du mur. Les recherches scientifiques ont montré un effet moyen négligeable sur l'emploi et les salaires des travailleurs. Par ailleurs, l'immigration serait nécessaire pour combler un manque d'offres de travail dans des métiers délaissés par des travailleurs du pays d'accueil. Alors, quels sont les effets à court terme? Quels sont les effets à long terme de l'immigration sur le marché du travail? Quels sont les gagnants? Quels sont les perdants? Et malgré les résultats des différentes études scientifiques, pourquoi l'immigration est-elle encore perçue comme ayant des effets économiques déprimants sur l'emploi? Nous avons le plaisir de recevoir pour cette table ronde M. Mood. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et chercheur au laboratoire d'économie de Dauphine. Madame Bouptan, vous êtes maître de conférence à l'Université Clermont-Auvergne, chercheur au CERDI et à l'École d'économie de Paris. Monsieur Edo, vous êtes économiste au CEPI et spécialiste des questions liées aux migrations. Ce débat sera animé par Monsieur Mans, rédacteur en chef international d'Alternatives économiques. Toutes vos questions sont les bienvenues, soit à la fin de l'échange avec les micros qui seront mis à votre disposition, soit sur Twitter avec le hashtag Printemps de l'écho. Voilà. Madame, messieurs, je vous souhaite un excellent débat qui, je l'espère, éclairera le public sur la question de l'immigration et de l'emploi. Bonjour à tous. Comme nous avons peu de temps, parce que nous avons juste 1 heure pour traiter un sujet qui est extrêmement vaste et assez compliqué quand même, je vais passer tout de suite la parole au premier des intervenants, puisque El Moud interviendra le premier, sur l'état des lieux de l'emploi des migrants en Europe. Donc il va nous planter le paysage, nous planter le décor. J'ai demandé à chaque intervenant de parler une douzaine de minutes. Je vais essayer qu'il ne parle pas plus pour que vous puissiez poser toutes les questions que susciteront leurs interventions. À vous la parole. Bien, merci beaucoup. Merci pour les organisateurs, pour l'animateur Yann Mins et pour le Printemps de l'économie de nous inviter à parler d'un sujet important. Par altruisme pour mes deux collègues Ekram et Edo, je ne vais pas traiter des questions liées à l'impact sur l'emploi. Donc je vais juste vous parler de l'état des lieux, en effet, comme vient de le dire Yann, de l'immigration en Europe et l'immigration de travail en particulier. Et puis les effets sur l'emploi et les salaires sont traités de toute façon par Anthony et sur la croissance et peut-être les finances publiques par... donc je fais presque l'animateur, pardon. Je vois ça. Par Ekram, bon voilà. Et donc... La concurrence est rude. Alors... On a un public un peu agité. Il va falloir... Ça tombe bien, on est tous propres. Voilà, exactement. Attention, vous avez vous calmer, que des enseignants, là, derrière. Et vous allez voir, c'est intéressant, tout ce qui va être dit. Alors, premier élément du décor, c'est que sur longue période, l'immigration de travail a chuté. Alors, ce que vous observez ici, c'est l'immigration en France, les flux permanents. Donc, vous savez que la définition... Ah, il faut que je parle plus fort. Plus près du micro, je pense. Donc, oui, la première chose à dire sur l'état des lieux d'immigration, c'est qu'on a changé de régime d'immigration. On est passé dans les années 60, durant la grande croissance, période de croissance qu'on appelle fordienne, qui était tirée par le bâtiment, les travaux publics, le textile, où les immigrés étaient importés d'une certaine manière, puisque les coûts de mobilité étaient assurés par les entreprises des pays d'accueil. Vous voyez ici la courbe en noir, c'est l'immigration permanente. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un immigré permanent? C'est quelqu'un qui quitte son pays pour aller vers un autre pays
pays et qui y résident de manière permanente. Donc c'est deux critères qui sont combinés, le critère de nationalité et le critère du pays de naissance. Et on considère en France, finalement, comme dans les pays de l'OCDE, comme immigrés les gens qui sont arrivés en France, qu'ils aient pris la nationalité du pays d'accueil ou qu'ils aient gardé leur nationalité, ils sont considérés comme immigrés, même s'ils sont arrivés comme mineurs. Donc le critère du pays de naissance est fondamental. Donc vous voyez que durant la période qui va de 58 en gros à 1974, avant l'arrêt de l'immigration, on a un flux important d'immigration de travail qui vient nourrir les secteurs de croissance de cette période. Et de même que l'immigration familiale, on pointillait là, était aussi importante à cette période-là, contrairement à ce qu'on a raconté. On raconte souvent qu'en 1974, on arrête l'immigration de travail et puis se substitue une immigration familiale. Non, en fait, vous voyez que tous les flux, à partir de la fin des années 70, vont chuter. Il y a des périodes de régularisation en 82 avec un petit pic, et puis après, on a, vous avez vu, pour toutes les catégories de migration, on a une courbe relativement plate. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, on a changé de régime d'immigration. On est rentré dans une période où les flux d'immigration sont petits. C'est important d'ailleurs pour la question qui va suivre sur l'impact sur le marché du travail et sur l'emploi. Alors, par catégorie, vous voyez que l'immigration africaine est relativement stable, 60 000 à peu près par an. Et puis, celle qui augmente, c'est l'immigration européenne, en bleu pointillé là. Et au total, on a un flux d'immigration par an qui est relativement stable, qui est de 200 à 230 000, avec une augmentation depuis 2014 en raison de l'afflux des réfugiés. On y reviendra. Donc, au fond, on est dans un régime aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, disons, de faibles flux d'immigration et rapporté à la population. C'est ce que vous avez dans ce graphique-là. Dans ce graphique, vous avez la part des flux d'immigration permanente dans le total de la population. Et vous voyez ici qu'il y a deux groupes de pays, en gros, et des pays très dynamiques en matière d'immigration, et puis des pays moins dynamiques. La France se trouvant parmi les pays qui reçoivent le moins d'immigrés en pourcentage de leur population. On est à peu près à 0,4% de la population française. Contre, si vous regardez la moyenne des pays de l'Union européenne, on est à peu près à 0,7%. Donc on reçoit pratiquement 2 fois moins que les autres pays, en particulier évidemment les grands pays industrialisés. Et ce que vous observez, c'est que les titres de travail, c'est-à-dire l'immigration de travail, est restée extrêmement faible, autour de 20 000, 25 000 par an. Donc il n'y a pas beaucoup d'immigration de travail qui rentre. Le reste, c'est plutôt des migrations à titre familial, de regroupement familial, et surtout d'immigration de type de libre circulation. Vous avez là le camembert qui est en bas à droite, si vous le voyez. Vous avez l'immigration familiale qui représente 32%, et l'immigration en libre circulation, c'est-à-dire en libre mouvement qui viennent des autres pays européens, eh bien, elle représente à peu près 33%, c'est-à-dire plus que l'immigration familiale aujourd'hui, en moyenne dans les pays de l'OCDE. Et l'immigration de travail, c'est entre 10 et 11%. Donc on est dans un régime d'immigration relativement faible. Je n'ai pas le temps de revenir sur la perspective historique. C'est d'ailleurs le cas dans la mondialisation actuelle par rapport à la première mondialisation qui allait de 1870 à 1910, puisqu'on est à peu près, en termes de taux d'immigration mondiale, 2 fois moins que ce qui était en vigueur durant ce qu'on a appelé la première mondialisation. Donc des flux d'immigration faibles et des flux d'immigration de travail extrêmement faible. Et en effet, la caractéristique nouvelle des migrations, c'est que les coûts de mobilité, les coûts des migrations, les frais de départ, le transport, mais aussi les coûts psychologiques, les coûts d'arrivée, d'insertion, sont transférés depuis l'arrêt de l'immigration en 1974, comme je vous l'ai montré dans mon graphique précédent, mais sont transférés des entreprises, des pays d'accueil vers les migrants eux-mêmes. Donc il se produit quoi? Il se produit un effet que les économistes appellent un effet d'autosélection, dans la mesure où les coûts de mobilité sont extrêmement élevés. N'importe qui ne peut pas partir, même si on a le désir de partir. Seuls les plus qualifiés vont avoir une plus grande chance de partir, et les moins qualifiés, évidemment, sont ceux qui ont le moins de chances de partir. De même que les pays pauvres envoient peu de migrants relativement à leur population, alors que les pays à revenus intermédiaires, Inde, Chine, etc., ce sont ceux qui envoient le plus de migrants par rapport à leur population. Et puis, quand on rattrape les États-Unis ou l'Europe, à ce moment-là, on devient un pays d'immigration. Ça, c'est tout à fait documenté, clair, et c'est le consensus qu'on peut avoir parmi les économistes et ceux qui travaillent sur le sujet. Alors maintenant,
Je vais venir dans un instant sur le marché du travail, mais en termes d'insertion des migrants, je ne parle pas, moi, ce que sera fait par mes collègues, je ne parle pas, moi, d'impact sur les salaires et l'emploi des autochtones, qui est le sujet de disputes et aussi parfois, franchement, d'exagération, mais on verra ça. Alors ici, on a des données un peu nouvelles, c'est des données de l'OCDE, ça, qui ont été faites avec l'Union européenne également. Et ici, ce qu'on fait, c'est que là, on ne raisonne plus en flux, mais en stock, c'est-à-dire qu'on prend le nombre de migrants tel que j'ai donné la définition, c'est-à-dire des gens qui ont quitté leur pays et qui vivent en France ou en Allemagne, qu'ils soient naturalisés français ou qu'ils soient immigrés étrangers, ils font partie du stock d'immigration. On a en France, selon le recensement de l'INSEE, à peu près 6 millions d'immigrés, ce qui fait à peu près 8,5% de la population française en stock. Maintenant, ça, c'est ceux que l'on considère comme immigrés. Maintenant, si on fait dans ce graphique, si on ajoute les deuxième génération, c'est-à-dire ceux qui sont de parents étrangers mais nés en France. Alors ça, c'est intéressant parce que d'un seul coup, bien évidemment, ça vous donne quelque chose comme un cinquième de la population, c'est-à-dire 25% de la population, est composée d'immigrés primo-immigrants, c'est-à-dire arrivés de leur pays et vivant en France, et de leurs enfants. Voilà, c'est à peu près 25%. En France, on est un petit peu moins, 23-24%. Alors, vous voyez que la France ici se situe à peu près à un niveau élevé, mais pas pour la part des immigrés dans la population, qui est relativement moyenne, proche de celle, inférieure à celle des États-Unis, inférieure à celle de l'Allemagne même. Mais si on ajoute les deuxièmes générations, on est à un niveau d'un quart, ce qui est à peu près la moyenne des pays de l'OCDE. Donc effectivement, il y a un sujet immigration, les immigrés qui arrivent, les primo-arrivants, et il y a un sujet qui est différent, enfants d'immigrés qui ne sont pas qui ne sont pas des immigrés, mais qui posent aussi des difficultés dans certains cas et aussi des performances dans d'autres, et les choses sont assez peu connues sur le sujet. Autre caractéristique qui peut intéresser nos amis qui vont intervenir bientôt, et Yann, dites-moi si je... Ça va encore, mais dans 2 minutes, ce sera... Si vous regardez maintenant la composition des immigrés par durée de présence, vous voyez que il y a à peu près les 2 tiers des immigrés dans les pays de l'OCDE qui sont des résidents de plus de 10 ans. Donc des résidents de longue durée, d'accord? C'est-à-dire que ce ne pas des gens qui sont là depuis peu de temps. Et en France, par exemple, vous avez effectivement à peu près 69% de gens qui sont d'immigrés qui ont une présence en France depuis plus de 10 ans. Ça compte, hein, c'est un fait important celui-ci. Ça signifie qu'il y a des problématiques qui sont liées à leur accueil, à leur intégration, et il y a aussi des problématiques qui sont liées à leur statut. Or, la différence entre la France et les autres pays, c'est que les immigrés, finalement, ne sont pas mis dans des situations, en termes de statut juridique, longues, contrairement aux États-Unis, où quand vous avez été sélectionné, vous avez une carte verte et vous pouvez rester, vous l'avez pour toujours. Et évidemment, ici, le problème, c'est les renouvellements, c'est des problématiques d'insertion juridique, je dirais, qui ont posé des problèmes selon les différents types de gouvernements, mais on n'a pas réussi à mettre en place une politique vraiment de stabilisation des statuts juridiques des immigrés, ce qui peut poser problème. Alors maintenant, on regarde les qualifications, et vous allez voir que c'est assez intéressant de regarder les qualifications. Là, contrairement à une idée reçue aussi, les immigrés, en fait, on en a besoin dans aux 2 bouts, aux 2 extrémités des qualifications. On en a besoin pour les moins qualifiés. Hein. Vous voyez, en vert, c'est les immigrés, et en blanc, c'est les natifs. Et vous avez en fait une surreprésentation des immigrés par rapport aux natifs parmi les très peu qualifiés, ceux qu'on va chercher pour travailler dans le bâtiment, les travaux publics, la construction, les métiers pénibles, la santé, et puis aussi dans le domaine des services, le nettoyage, etc. Et puis vous avez à l'autre extrémité une surreprésentation des très éduqués. Donc en fait, les échelons de qualification dont la France a besoin, dont les pays riches ont besoin, ce ne sont pas seulement des qualifiés, des très qualifiés, mais aussi des peu qualifiés, ou ne sont pas seulement, surtout, parce que c'est ça l'idée reçue, des très peu qualifiés, mais aussi des très qualifiés.
Alors, donc, quand vous regardez l'évolution et la dynamique, c'est ça qui a beaucoup changé ces dernières années. On a une croissance remarquable. Ici, c'est une évolution en points de pourcentage. Hein. Vous voyez, en points de pourcentage, on a une augmentation de près de 5 points de pourcentage, 6 points de pourcentage en moyenne dans les pays de l'Union européenne. Et en France, à peu près de la même dynamique des qualifiés, des hautement qualifiés même, parmi les immigrants. C'est ce que vous voyez aussi uniquement pour la France. Sur la structure par qualification de la population active immigrée, ben vous voyez là, c'est des données de l'INSEE, plus de l'OCDE. Eh bien, vous avez une diminution de la part des non qualifiés, une augmentation de la part des qualifiés qui est en vert, là, des très qualifiés. Alors, quand maintenant vous regardez les choses d'un peu plus près, encore une fois, c'est par altruisme que je fais ça pour mes deux collègues, qui n'auront plus à répéter ça, qui pourront éventuellement s'en servir. Quand vous regardez les écarts hommes-femmes sur le marché du travail, eh bien, vous avez quelque chose d'assez intéressant, c'est que vous avez des écarts hommes-femmes qui sont là aussi en points de pourcentage. C'est des écarts en points de pourcentage par rapport aux natifs. C'est la modalité de référence, c'est les natifs, et donc on regarde à qualité égale, en quelque sorte, les écarts, à qualification égale, les écarts en pourcentage d'emploi. Évidemment, ici, les écarts hommes-femmes sont plus importants chez les immigrés que chez les natifs. Ça pose des problèmes parce que des travaux récents montrent aussi que le fait que les femmes soient mieux intégrées sur le marché du travail favorise l'intégration de leurs enfants au niveau scolaire. Et donc là, il y a une problématique de politique publique d'accueil et d'amélioration de l'insertion des femmes sur le marché du travail, d'autant plus qu'on a eu une féminisation croissante des flux migratoires. En d'autres termes, par rapport au modèle que je vous avais montré dans mon premier graphique, des immigrés qu'on allait chercher et qu'on sélectionnait pour leur non-qualification précisément. On prenait des hommes entre 18 et 25 ans, solides, et on les a portés pour travailler dans la mine, l'automobile, etc. Eh bien, aujourd'hui, à cause de la fermeture des migrations, les coûts de mobilité sont devenus extrêmement élevés. On a une surreprésentation des qualifiés parmi les immigrés, mais on a aussi une surreprésentation des femmes parmi les immigrés. Donc elles sont même devenues majoritaires dans les flux des pays de l'OCDE. Et donc cette surreprésentation des femmes parmi les qualifiés aussi pose un problème parce que ça ne se traduit pas en matière d'insertion sur le marché du travail. Et ce qui pose vraiment un tout petit problème, un assez gros problème. Et si on regarde, j'en ai encore pour 2 minutes et j'ai terminé, si on regarde par rapport à leurs homologues natifs, le problème qu'on observe, c'est que ce sont les qualifiés qui sont les moins employés. Là, ce sont les écarts de taux d'emploi, en points de pourcentage là encore, par rapport, alors vous avez là, j'ai surligné en jaune la France et la Belgique, qui ont à peu près les mêmes écarts. Vous voyez, en vert, c'est les non éduqués, les peu éduqués. En blanc, là, c'est les très éduqués, les très qualifiés. Ben, vous avez des taux d'emploi moins élevés pour les très qualifiés que pour les peu qualifiés. Là, il y a un problème de déclassement sur le marché du travail pour les immigrés. Là aussi, des politiques sont insuffisantes en matière d'insertion. Il y a des problématiques, évidemment, de reconnaissance des diplômes, mais aussi des problématiques liées aux discriminations sur le marché du travail ou aux perceptions, sur lesquelles je vais venir. Donc on voit par exemple que, effectivement, c'est le cas dans beaucoup de pays, mais il y a des pays pour lesquels qui font un petit peu mieux. Là, par exemple, dans le cas de l'Allemagne, les taux d'emploi sont à peu près les mêmes, que ce soit pour les très qualifiés ou les peu qualifiés. Donc ça, c'est un sujet. Et pourtant, quand vous regardez les enfants d'immigrés, vous rajoutez à ce moment-là les enfants d'immigrés, on voit une croissance absolument remarquable des progrès, là aussi, en matière d'outcome, comme on dit, tels que ceux qui sont mesurés par les critères PISA, etc., à l'OCDE. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je finis là-dessus. Le très gros problème qu'on a, c'est le taux d'emploi qui est extrêmement faible. Qui est relativement faible par rapport aux natifs. Et ce taux d'emploi faible, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment considérer dans les politiques publiques. Il n'y a pas assez, encore une fois, de mécanismes, en particulier en France. Ici, vous avez l'Europe et ici, vous avez les États-Unis. Ici, les écarts de taux de chômage, en fait, de taux de chômage depuis la crise des subprimes en 2008, par rapport entre les immigrés, ici, et les non-immigrés, c'est-à-dire les natifs, ici. Vous voyez que l'écart s'est accru pendant la crise, mais qu'il a persisté. L'écart de taux de chômage entre migrants et natifs a persisté. Alors qu'aux États-Unis, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus parallèle. Les écarts ont été un peu plus élevés
juste après le choc de la crise, et puis ensuite, ils se résorbent. Donc on a un très gros souci dans les pays de l'Union européenne, qui est un souci lié à l'insertion sur le marché du travail. Je ne rentre même pas dans la question des catégories, puisque là, vous avez des taux d'emploi, des catégories de très qualifiés, de catégories de... Attendez, voilà, j'ai juste un dernier graphique à vous montrer, puis après, je vous laisserai aux autres intervenants. Si vous regardez maintenant... Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous regardez les taux d'emploi par catégorie, on a un deuxième problème qui est lié à l'afflux des réfugiés, qui est un phénomène nouveau, qui reste très bas en France, encore une fois. Là aussi, on ne reçoit pas les 800 000 réfugiés que l'Allemagne a reçus, ou demandeurs d'asile. On est à peu près, en termes de protégés, à quelque chose comme 35 000, ce qui fait un par commune française, puisqu'on a 36 000 communes. Donc ce n'est pas vraiment, là aussi, un afflux massif. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on a un taux d'emploi qui est évidemment très vite très élevé pour les migrations de travail, parce qu'on a la courbe en bleu en haut, mais pour les familiales et les réfugiés, on a un problème de durée très longue entre le moment où les demandeurs d'asile rentrent sur le marché du travail, rentrent dans le pays, et le moment où ils rentrent sur le marché du travail. Donc là aussi, en termes de politique publique, il y a une problématique de politique d'insertion sur le marché du travail. Alors, dernier point, c'est les problématiques de représentation. Comment on peut expliquer le fait qu'on a des qualifiés surreprésentés parmi les immigrés, de plus en plus, comme dans les autres pays, mais que le taux d'emploi de ces qualifiés est relativement faible? Eh bien, il y a des problématiques, là aussi, de représentation. Alors, quand on interroge les immigrés eux-mêmes, ils se sentent en effet davantage discriminés. Par exemple, ici, on a des taux de réponse qui sont à peu près les mêmes pour les différents pays. La France est arrivant presque en tête avec les Pays-Bas sur le sentiment d'être discriminé sur le marché du travail. Donc là, il y a aussi un souci lié à cela. Et puis, quand on regarde par ailleurs en termes là aussi d'enquête d'opinion, la manière dont se perçoivent les immigrés, ils se perçoivent à la fois discriminés sur le marché du travail et à la fois disent tous que près de 90% d'entre eux disent qu'ils se sentent proches, c'est-à-dire attachés au pays d'accueil dans lequel ils sont. Donc là, il y a une problématique aussi de politique publique. Maintenant, je m'arrête là pour laisser la parole à mes collègues. Merci. Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Anthony Edo. El Moumoud a planté le décor du côté des immigrés, du côté des migrants, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils viennent. Maintenant, quelle est la question, quel est le niveau d'impact de l'immigration en général, quelle que soit la nature de l'immigration, mais peut-être qu'Anthony Edo va rentrer plus en détail par catégorie, sur le taux de chômage et sur les niveaux de salaire des populations des pays dans lesquels ces immigrés arrivent. Voilà, merci beaucoup. Merci pour la présentation et merci pour l'invitation. Donc en effet, la question que j'aimerais ici poser, c'est une question directe. Quels sont les effets de l'immigration sur le marché du travail? Comment est-ce que les salaires et l'emploi réagissent à l'entrée de nouveaux travailleurs et réagissent donc à une hausse de la population suite à l'immigration? Donc il y a une littérature sur le sujet qui est très dense, qui est très riche, qui a commencé depuis le milieu des années 1980 et qui s'est intensifiée dans les années 90, dans les années 2000. Et qui est aussi une littérature, comme l'a dit le premier intervenant, très débattue, très controversée. Malgré cela, bien sûr, on va essayer d'établir des conclusions générales, même si dans la littérature, il y a parfois des conclusions qui sont incohérentes entre elles, parfois contradictoires. D'accord ? Donc on essaiera à la fin de l'exposé, bien sûr, d'établir des conclusions générales pour que vous puissiez ressortir ici avec un peu d'idées sur le sujet. Donc je voulais juste revenir... vous trouvez ma présentation ? D'accord. Problème. De toute façon, pour l'instant, je n'ai pas besoin. J'aimerais simplement revenir, inciter sur le fait que, selon les Nations Unies, un migrant, pour bien avoir ça en tête, un migrant, c'est un individu qui habite dans un pays, qui réside dans un pays où il n'est pas né. D'accord ? Selon les Nations Unies, il y a environ 245 millions de migrants dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a environ 3% de la population mondiale qui sont en fait des immigrés, des migrants. 3% de la population mondiale est composée d'individus qui résident dans un pays où il n'est pas né. Si on regarde depuis les années 60, ce chiffre est resté, et là j'ai un graphique a priori là-dessus, ce chiffre est resté relativement stable. Sinon, j'ai ma clé USB, s'il vous plaît. Pas de
problème, regardez. J'en profite pour vous dire qu'Anthony Edo a publié sur le site d'Alternative économique et sur le site de The Conversation un article très clair sur ce sujet. Donc si jamais les graphes n'arrivent pas, vous pourrez les retrouver sur le site d'Alter Eco. Et je profite aussi pour dire que El Moumoud a publié un ouvrage qui s'appelle « L'immigration en France, mythe et réalité » en 2017 aux éditions Fayard. Donc, comme son exposé a été très vite, très rapide, si vous voulez avoir le ralenti, avoir le temps de mieux saisir tout ce qu'il a dit, n'hésitez pas à lire son livre. Les contraintes logistiques. Dernière chose pour meubler, il y avait un quatrième intervenant qui était prévu, Hillel Rapoport, qui malheureusement a été capturé par une réunion qui s'est étirée, qui m'a envoyé un message juste avant la réunion pour vous prier de l'excuser pour cette absence indépendante, totalement indépendante de sa volonté. Voilà. Bon, Anthony. Merci. Donc je reprends. Vous avez la petite zapette là, s'il vous plaît? Donc je reprends et donc je disais, regardez ce graphique. Ce graphique est intéressant. Au orange, vous avez entre 1960 et 2015 la part des migrants dans le monde. Vous voyez qu'elle est autour de 2-3%. D'accord? Elle a très peu évolué. Maintenant, si on décompose le monde entre des pays très riches, principalement des pays de l'OCDE et le reste du monde, on voit que la part des migrants dans les pays très riches, c'est la courbe du haut, a eu tendance à elle augmenter, surtout à partir des années 85-90. Si on regarde maintenant dans les pays de l'Union européenne à 15, depuis 1990, donc là je représente ici la part des migrants pour un ensemble de pays européens pour 90 et 2015, on voit que dans beaucoup de pays européens, cette part a augmenté. En tout cas, dans ces pays-là, cette part a augmenté. Et ce que vous remarquez, c'est qu'elle a augmenté significativement en Espagne et Italie, et ça, c'est assez bien documenté. Si vous regardez, par contre, pour la France, qui est au milieu ici, c'est en fait le pays où la part des migrants a le moins augmenté dans les pays de l'Union européenne à 15, et ce chiffre-là fait largement écho avec ce qui a été dit précédemment. Je vous montre ça à la fois pour vous fixer les ordres de grandeur et aussi pour vous dire que depuis les années 90, il y a eu, suite à ces évolutions de la part des migrants dans les pays riches, de nombreuses études qui ont été menées sur ces questions, à la fois sur les effets de l'immigration, les conséquences économiques de l'immigration dans les pays d'accueil, mais aussi dans les pays d'origine. Il y a aussi des études qui ont essayé de comprendre un peu mieux l'intégration des migrants et des secondes générations, et ça c'est tout récent, comme l'a dit Moup tout à l'heure. Et il y a aussi des études qui essaient de comprendre les causes des mouvements migratoires. Qu'est-ce qui fait que les individus vont migrer d'un pays à l'autre? Ici, dans cette présentation-là, je vais me restreindre, moi, à une question très petite, au final, qui est l'effet de l'immigration sur le marché du travail. Pour aborder cette question, en général, la manière la plus intuitive de l'aborder et la rhétorique courante à laquelle on fait face est la suivante. On considère souvent, en fait, un nombre d'emplois fixe dans une économie. Dans la mesure où le nombre d'emplois dans une économie est figé, alors plus de travailleurs, plus d'individus, suite à l'immigration ou non d'ailleurs, devraient conduire à une baisse des salaires et ou à une hausse du chômage. D'accord? Et tout cela tient au fait que le volume d'emploi est fixe. Je crois que face à ce type de rhétorique, qui fait appel, en fait, c'est une vision malthusienne du marché du travail, face à ce type de rhétorique, il faut avoir 3 réflexes. Le premier réflexe est d'avoir en tête que le volume d'emploi, en fait, dans une économie n'est pas figé. Et on a pour cela des décennies de données, à la fois pour la France, pour les États-Unis et pour d'autres pays. Regardez pour la France. J'ai retracé pour vous le volume d'emploi ici, donc en millions, donc de 1921 à 2014. Donc c'est sur près d'un siècle. Ce que vous remarquez, c'est qu'entre 21 et 54, le nombre d'emplois, le nombre de personnes qui occupent un emploi a baissé de 11%. Entre 54 et 2014, il a augmenté de 30%. Il est clair que le nombre d'emplois n'est pas fixe. Autrement dit, la vision précédente, en tout cas l'idée que le volume d'emploi serait fixe, tend à être infirmée par les faits. Ce qui est aussi intéressant de noter ici, c'est que j'ai tracé en plus la population en âge de travailler ici. Et vous voyez que les deux tendent à varier dans le même sens. Une hausse de la population tend aussi à se traduire par une hausse de l'emploi. D'accord? En tout cas, factuellement, c'est ce qui se passe. Okay? Donc, la vision précédente tend à être infirmée par les faits. Le deuxième réflexe qu'il faut avoir, c'est de ne pas considérer l'immigration, de ne pas réduire l'immigration comme un choc d'offre de travail, ne pas considérer que les immigrés ne font que travailler et donc ne peuvent qu'induire que de la concurrence sur le marché du travail. Les immigrés sont aussi des personnes qui consomment, ils augmentent le potentiel de consommation d'un pays, la taille de marché, ils entreprennent,
Et s'ils sont qualifiés, ils tendent à innover. Comme nous l'a montré tout à l'heure la présentation précédente, vous savez qu'en France et dans de nombreux pays de l'OCDE, il y a beaucoup d'immigrés très qualifiés. Et il y a de nombreuses études maintenant qui montrent que ces immigrés qualifiés tendent à avoir des effets positifs sur l'innovation. D'accord ? Donc les immigrés ne sont pas que des travailleurs, ils consomment, ils accroissent le potentiel productif d'une économie, la taille de marché, etc. Et donc en retour, les firmes, les entreprises vont avoir intérêt à produire davantage. Et de fait, par ces effets, l'immigration peut avoir bien sûr en retour des effets positifs sur les salaires et l'emploi. D'accord ? Autrement dit, il peut y avoir bien sûr des effets parfois négatifs en théorie, suite à une augmentation de la concurrence, mais aussi des effets positifs. Et ça, ce sont les études empiriques qui vont nous permettre de trancher. Quels sont les effets qui l'emportent ? Le troisième réflexe à avoir face à ce type de raisonnement, très simple, c'est qu'il faut essayer de ne pas considérer forcément la population immigrée comme homogène. La population immigrée tend à être hétérogène, en tout cas elle est hétérogène selon le niveau d'éducation de ses membres. Comme nous l'a montré la présentation tout à l'heure, il y a des immigrés qui sont très qualifiés, d'autres qui le sont moins. Et rien ne dit que les conséquences économiques d'une immigration très qualifiée sont les mêmes que les conséquences économiques d'une immigration non qualifiée. Parce que les immigrés très qualifiés vont avoir des effets positifs sur l'innovation et la croissance de long terme, et donc les salaires, l'emploi, etc., leurs conséquences économiques peuvent être totalement différentes. Donc ça, c'est un premier aspect qu'il faut avoir en tête. Le deuxième aspect, qui a été montré dans certaines études, c'est que les natifs ou les autochtones, les non-immigrés, si vous voulez, tendent à avoir des compétences différentes des immigrés. Et en particulier, certaines études montrent que leurs compétences linguistiques, la maîtrise de la langue, tend à être différentes. Et de fait, ils vont avoir tendance à occuper aussi des emplois différents, à exercer des professions différentes. Et donc la concurrence, en réalité, selon certaines études, ne s'exercerait pas entre immigrés et non-immigrés, entre immigrés et natifs, mais s'exercerait en réalité au sein de la population immigrée. Et donc une hausse de la population induite par l'immigration tendrait à avoir des effets plutôt négatifs sur les vagues d'immigration précédentes et pourrait avoir des effets soit neutres, soit légèrement positifs sur la population native. D'accord ? En théorie, il y a cette idée-là. Quand je parle de vagues d'immigration précédentes, j'exclus les secondes générations. Comme l'a très bien répété Moub, les natifs sont composés aussi des secondes générations, d'accord ? Des secondes, des troisièmes générations, etc. Donc maintenant, qu'en est-il des études empiriques ? Parce qu'après tout cela, tout ce raisonnement théorique qui nous dit que finalement rien n'est évident, il n'est pas du tout évident qu'une hausse de la population induise une baisse des salaires ou une hausse du chômage, il nous faut trancher. Et l'une des premières façons d'aborder cette question-là, des effets de l'immigration sur le marché du travail, ça a été d'exploiter le fait que les immigrés tendent à être concentrés au sein des pays. Ils sont très concentrés dans certaines régions, dans certaines villes. D'accord ? Et donc, l'idée de plusieurs économistes, ça a été justement de comparer les salaires et l'emploi des villes où il y a beaucoup d'immigrés aux salaires et l'emploi des villes où il y en a peu, en s'assurant que l'on compare bien des villes dont la structure industrielle est très similaire, la structure économique aussi. D'accord ? Pour voir si là où il y a plus d'immigrés, alors les salaires sont plus élevés que là où il y en a peu ou moins élevés. Donc il y a de nombreuses études qui ont été faites sur le sujet. Là, j'en retrace quelques-uns, donc peut-être une dizaine, mais il y en a un peu plus, on aurait pu en mettre davantage. Globalement, lorsqu'on essaye de faire cela, ce genre de corrélation spatiale, comme on l'appelle, on remarque que l'impact de l'immigration, en fait, a un effet plutôt négligeable sur le salaire moyen et l'emploi moyen. Pour certains pays, il y a même parfois des effets plutôt positifs. Il y a une étude récente qui montre même, là tout en bas, un effet plutôt négatif. Globalement, la majorité des études nous dit, en exploitant justement ce que je vous disais tout à l'heure, la majorité des études empiriques indiquent que l'immigration n'a pas d'effet sur le salaire et l'emploi moyen. D'accord ? L'immigration, en réalité, n'induit qu'un changement d'échelle, c'est-à-dire tout augmente, la population augmente, etc. Mais le salaire moyen, l'emploi moyen, ce genre de choses-là ne changent pas. Après, je vous disais, ce qui est important, c'est de ne pas considérer la population immigrée comme homogène, parce que la population immigrée, comme on l'a vu précédemment, elle diffère. Et en particulier, il y a des immigrés parfois qui sont très éduqués, parfois non éduqués, et cela va impliquer aussi des effets sur le marché du travail différents. Pour essayer de prendre en compte justement cet aspect, il y a d'autres études un peu plus récentes qui ont essayé justement d'étudier les effets de l'immigration en prenant en compte la structure de qualification des immigrés. Et ces études-là, donc là j'en recense 4, mais globalement elles retracent toutes à peu près les mêmes résultats. Donc pour le Danemark, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Et donc ces études-là montrent, si vous voyez ici la ligne All, ici, donc ça c'est pour tous les travailleurs natifs,
Là, à droite, vous avez ici la réponse des salaires suite à l'immigration sur la période qui est indiquée ici. Si vous remarquez donc la colonne du haut, en moyenne, vous voyez des chiffres très faibles. C'est-à-dire que l'immigration en moyenne a très peu d'effet sur le salaire. D'accord ? Et ça, c'est vrai pour toutes les études, et parfois même a des effets positifs, comme ici pour les États-Unis, selon cette étude, parce qu'en effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois les immigrés, les natifs, n'exercent pas les mêmes professions, etc., et donc ne sont pas strictement en concurrence. D'accord ? On dit qu'ils sont imparfaitement substituables dans le processus de production, et donc il se peut que l'immigration puisse avoir des effets positifs. Là, ces effets-là, qui abordent une méthodologie différente que la précédente, en fait, aboutissent au même résultat que les résultats précédents. Et là, c'est intéressant. Maintenant, comme je l'ai dit, l'intéressant ici aussi, c'est de prendre en compte la structure de qualification des immigrés. Et si vous voyez, pour le cas de la France et l'Allemagne, et on l'a vu tout à l'heure dans l'un des graphiques de la première présentation, que l'immigration en France et en Allemagne, entre 1990 et 2010, a eu tendance en fait, à augmenter le nombre relatif de travailleurs qualifiés. L'immigration dans ces deux pays depuis 20 ans est de plus en plus qualifiée. D'accord ? Et en affectant la structure de qualification, bien sûr, les immigrés ou l'immigration peut aussi affecter la dispersion des salaires, les inégalités salariales entre qualifiés et non qualifiés. Et c'est ce qu'on essaie de quantifier ici. Et ce que l'on remarque pour la France et pour l'Allemagne, c'est que l'immigration depuis 20 ans, si on prend vraiment les flux de migrants, en fait, l'immigration depuis 20 ans, elle a eu tendance, en réalité, à accroître la concurrence entre les travailleurs qualifiés, les travailleurs immigrés qualifiés, les travailleurs natifs qualifiés. Et donc, il y a eu ici une baisse des salaires des travailleurs qualifiés pour ces deux pays, France et Allemagne. Autrement dit, en contribuant à accroître l'offre de travail qualifié, le nombre de travailleurs qualifiés, l'immigration a eu tendance pour la France et l'Allemagne à réduire les inégalités salariales entre les travailleurs natifs qualifiés et les travailleurs natifs non qualifiés. Ce qui est intéressant, c'est que pour les États-Unis, en fait, c'est l'inverse. C'est l'étude du bas. Depuis 1990, aux États-Unis, les États-Unis font face en fait, à une immigration non qualifiée. Et donc, l'immigration aux États-Unis a eu tendance à accroître l'offre de travail non qualifié, à accroître le nombre de travailleurs non qualifiés. Et donc, en affectant la structure de qualification du pays, des États-Unis, elle a plutôt eu tendance, en fait, à accroître les inégalités salariales entre travailleurs natifs qualifiés et travailleurs natifs non qualifiés. C'est-à-dire que les travailleurs natifs non qualifiés aux États-Unis ont plutôt été perdants depuis une vingtaine d'années de l'immigration. Et ce qui est intéressant, et je finirai par là, c'est qu'il y a donc un rapport qui est sorti justement en 2017, un très grand rapport de l'Académie nationale des sciences aux États-Unis, et qui, justement, donc c'est un rapport très documenté, très riche, où énormément d'économistes du monde ont collaboré pour faire ce rapport sur l'impact, sur les conséquences économiques de l'immigration. Et l'une des conclusions du rapport est bien que l'immigration en moyenne aux États-Unis n'a pas eu d'effet sur le salaire, c'est-à-dire que le salaire moyen n'a pas réagi. Il y a d'autres déterminants qui affectent le salaire moyen, mais pas l'immigration. En revanche, l'immigration a eu des effets redistributifs. Et ces effets redistributifs, c'est-à-dire l'immigration a généré des perdants et des gagnants aux États-Unis, et ces effets redistributifs ont été liés en fait à la structure de qualification des immigrés. D'accord ? Parce que l'immigration aux États-Unis a été plutôt non qualifiée, elle a plutôt eu tendance à accroître les inégalités salariales au sein de ce pays-là. Donc il faut retenir de cette présentation qu'en moyenne, il n'y a pas d'effet. L'immigration peut avoir des effets redistributifs, et l'élément important, c'est peut avoir des effets redistributifs selon, bien sûr, la structure de qualification des immigrés. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vous précise que vous pourrez retrouver les travaux de Anthony Edo sur le site du CPI, donc le centre de recherche auquel il appartient, cepii.fr. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça ? Très bien. El Moumoud me signalait qu'il a écrit un article dans le magazine du Printemps de l'Écho, c'est ça ? C'est ça, sur les sujets dont on parle aujourd'hui, donc vous pouvez aussi lire cet article. Je passe tout de suite la parole à Ikram Bouktan qui va nous parler notamment des demandeurs d'asile, puisque ça a été dans l'actualité très important ces dernières années en Europe, et notamment depuis 2015, on s'en souvient, et notamment de l'effet pour les finances publiques de l'immigration en général et des demandeurs d'asile en particulier. Ikram. Merci Yann. Donc, tout d'abord, je suis très heureuse et très honorée de participer à cette session Immigration et Emploi. Donc, session qui est conçue par Michel Fouquin, que je tiens à remercier. Et je tiens aussi à remercier le Conseil scientifique du Printemps de l'économie pour son invitation. Donc, comme vous le savez, et je pense tous, les questions qui sont liées aux finances publiques sont des questions qui sont importantes, sont des questions qui concernent l'économie dans son ensemble. Et donc, on va changer un petit peu d'échelle, puisqu'on va se situer à cette échelle macroéconomique.
Je vais aussi aborder la question qui est liée aux implications des flux migratoires. Donc une autre précision s'impose, qui est qu'est-ce que c'est ces flux migratoires? Et donc l'avantage d'être à cette échelle de l'économie dans son ensemble, c'est qu'on va considérer tous les flux de personnes qui arrivent sur le territoire, sans distinction par leur pays d'origine, ni par niveau de qualification, et on va essayer de voir les implications de ces flux pour les économies d'accueil, notamment l'économie française. Donc ces flux migratoires représentent des flux d'entrée de personnes qui souhaiteraient s'établir sur un territoire, mais dans un pays d'accueil, généralement, on autorise ou pas un étranger à s'installer durablement sur le pays, dans le pays. Et donc, si le pays donne son autorisation à une installation permanente, ça sera les migrants permanents qu'on a abordé là en fait au cours de cette table ronde. Et si par contre le pays d'accueil décide de ne pas donner son autorisation, donc dans ce cas, effectivement, ces flux migratoires ne seront pas comptabilisés dans les statistiques des migrations permanentes. Quelquefois, le pays d'accueil donne son autorisation d'une façon provisoire à certaines personnes qui vont solliciter la protection humanitaire, par exemple de la France, qui demandent l'asile. Et c'est ce flux-là qu'on appelle le flux de demandeurs d'asile, qui est au centre de l'actualité, qui l'a été surtout après la crise de 2015, où l'arrivée en Europe d'un flux de demandeurs d'asile relativement important, de plus d'1 million de personnes, a suscité un débat sur les implications en termes de finances publiques de ces flux. Et donc, c'est justement l'objet du travail qu'on effectue en économie. Donc, les économistes appliqués essayent d'établir un état de connaissance, un état de savoir, pour mettre à disposition de la société civile au sens large. La société civile au sens large, c'est vous, c'est les politiques, c'est les associations, et c'est des informations desquelles vous pouvez vous saisir pour établir votre opinion. Une précision peut-être s'impose, c'est que chacun est libre d'avoir l'opinion qu'il souhaite sur les implications économiques de la migration, mais il existe un état de savoir qui est établi effectivement par des chercheurs en sciences humaines, et pour l'économie, pour l'impact économique, c'est les économistes qui travaillent sur ces questions-là. Alors, pour évaluer ces implications des flux migratoires sur les finances publiques, on va distinguer dans les flux migratoires les deux catégories administratives. Donc, je suis désolée de parler de catégories administratives, mais ces catégories administratives, qui ne dépendent pas de notre travail à nous en tant qu'économistes, déterminent les données dont on dispose pour évaluer l'impact économique de la migration. Et donc, les catégories administratives sont une catégorie donc, de demandeurs d'asile, donc des personnes qui sont autorisées d'une façon provisoire de séjourner sur le territoire le temps de l'instruction de leur demande d'asile et qui nous permettent d'évaluer un flux de demandeurs d'asile à partir de ces données de demande d'asile. Et les données dont on dispose à l'échelle européenne commencent en 1985. Et donc nous, on va mobiliser toute l'information disponible sur ces flux migratoires pour évaluer ces implications sur les finances publiques. Donc le deuxième flux, c'est un flux de migrants permanents. Et ce flux de migrants permanents, ce sont des personnes qui ont souhaité s'installer effectivement sur le territoire d'un pays d'accueil et qui ont obtenu une autorisation d'au moins 1 an. Pourquoi 1 an? 1 an, c'est ce qu'on utilise dans les finances publiques pour déterminer ce qu'on appelle une population résidente. Et donc, pour constituer une unité résidente d'une manière générale, on va voir si l'unité institutionnelle est restée dans le pays 1 an. Et donc, comme vous le voyez, on a des données qui sont relativement distinctes entre des demandeurs d'asile qui ont une demande d'asile en cours d'instruction. Si la demande d'asile est acceptée, ces demandeurs d'asile vont devenir des migrants permanents pour motif humanitaire. Donc, le pays d'accueil va les accepter, va les autoriser à séjourner durablement sur le territoire pour raisons humanitaires. Et si la demande d'asile est refusée, le pays d'accueil va demander à ces demandeurs d'asile déboutés du droit d'asile, il va leur demander de quitter le territoire. De notre côté, lorsqu'on fait un travail d'évaluation, ils vont sortir de nos statistiques. Donc, ils ne seront pas ni dans le flux des migrants permanents,
ni dans les flux de demandeurs d'asile. Et donc, effectivement, ils vont rejoindre un flux qu'on n'arrive pas à mesurer actuellement avec précision, qui est ce flux de personnes qui souhaitent s'installer dans ces pays d'accueil et qui n'ont pas obtenu l'autorisation de s'y installer, ce qu'on appelle couramment cette immigration irrégulière ou illégale de point de vue de la législation en matière de séjour. D'accord ? Et donc, en économie, généralement, on va essayer d'évaluer l'impact de quelque chose qu'on mesure. C'est l'objet de l'exercice. Et donc, on va distinguer ces deux flux. Donc, comme vous pouvez le voir, la dynamique des flux de demandeurs d'asile, elle est déterminée, elle peut être expliquée sur certaines dates par des conflits, par des chocs politiques. Comme vous voyez, on a eu une augmentation des demandes d'asile en Europe en période des conflits politiques à la suite des conflits en ex-Yougoslavie. En revanche, lorsqu'on va regarder les migrants permanents dans leur ensemble, la dynamique de flux, elle est déterminée par des questions conjoncturelles que vous avez abordées, en fait, que mes collègues ont abordées, c'est-à-dire en période de crise de 2008, vous voyez clairement que les flux migratoires moyens en Europe de l'Ouest, ils ont baissé. Et ils sont aussi déterminés par la législation en matière de séjour et donc par la libre circulation. Et donc j'ai mis sur le graphique les dates de l'élargissement de l'Union européenne qui permettent d'expliquer pourquoi, sur certaines dates, on a une augmentation des flux migratoires puisqu'on a facilité la circulation des Européens entre les pays membres de l'espace économique, l'espace européen. Merci. À force de travailler avec les sigles, on oublie leur signification. Voilà, merci. Donc ça, c'est les données à partir desquelles on va partir. Donc quand on travaille en macroéconomie, on mobilise aussi d'autres données, qui sont les données qui sont liées à l'économie. Et donc, les données qui sont liées à l'économie, ce sont des données de finances publiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les finances publiques? Ces finances publiques, on capture cette information grâce à la comptabilité nationale. Et dans la comptabilité nationale, on va collecter toutes les informations économiques qui concernent la population résidente dans son ensemble. Donc, je vous rassure, la comptabilité nationale de tous les pays européens et de l'OCDE ne distingue pas les populations selon leur origine. Donc, c'est toute la population qui est résidente légalement sur le territoire, qui génère des activités économiques, et on va collecter leurs informations. Alors, qu'est-ce qu'on collecte? On collecte en termes agrégés, en termes macroéconomiques, on va collecter la production nationale, donc l'agrégat dont vous connaissez tous, puisqu'il est souvent en fait, cité dans les médias, qui est cet agrégat qui est le produit intérieur brut. On collecte aussi toutes les dépenses et toutes les recettes des administrations publiques. Alors, les administrations publiques, c'est l'État, les collectivités locales, mais aussi les administrations de sécurité sociale. Donc, c'est l'État au sens large. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va regarder, compte tenu de toute l'information dont on dispose sur la migration, sur les entrées des personnes, et compte tenu de toute l'information dont on dispose sur la dynamique des variables économiques qu'on a collectées, on va regarder s'il y a un effet de cause à effet entre ces flux migratoires et ces agrégats économiques. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, on va essayer d'établir quel est son signe. Est-ce que la migration va se traduire par une diminution de notre niveau de vie? Est-ce que la migration va augmenter ou pas les dépenses publiques? Et donc, c'est ce qu'on fait en distinguant d'une part l'effet des demandeurs d'asile, d'autre part l'effet des flux migratoires permanents. Donc la première question qu'on s'était posée en 2015, lorsqu'on a vu en fait, le débat public en Europe, c'est qu'on entendait partout dire que l'arrivée des demandeurs d'asile dans les pays européens serait une charge économique. Et donc la première question qu'on a essayé d'évaluer, c'est que, sachant qu'en économie, une prise en charge instantanée des demandeurs d'asile qui générerait un coût fiscal ou un coût budgétaire pour l'État n'est pas un effet économique, parce que lorsque vous étudiez l'effet économique, il faudra prendre en considération certes le budget de l'État, mais aussi les autres composantes de l'économie. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, on ne fait pas un arrêt sur image, sur une année en particulier, on va dire, tiens, un demandeur d'asile est arrivé en 2015, puisque ça a coûté dans le budget de l'État telle somme, donc c'est ça le coût des demandeurs d'asile. Donc il faut prendre une dimension temporelle et regarder au cours du temps ce qui se passe, et est-ce qu'on établit, grâce à ces faits, grâce à ces données, s'il y a ou pas un effet positif ou négatif.
Et donc, ce qu'on peut voir clairement, c'est que sur cette période-là d'analyse, on n'arrive pas à trouver un effet négatif, que ce soit sur le niveau de vie, qu'on mesure avec la production par tête, que ce soit sur les finances, le solde des finances publiques, donc la différence entre les recettes des administrations publiques et des dépenses des administrations publiques, et on n'a pas non plus un effet négatif sur l'emploi dans les pays européens qui sont liés à l'arrivée de demandeurs d'asile. Donc pour les demandeurs d'asile, les données, ce qu'ils nous montrent, c'est que l'effet n'est pas visible, n'est pas significatif, et qu'on n'a pas cet impact négatif qui est lié à l'arrivée de demandeurs d'asile. Voire on détecte au bout de 5 ans, peut-être le graphique n'est pas assez, vous êtes un petit peu loin, donc pareil, en fait, il y a un article dans The Conversation sur cette, qui est pour le grand public, que vous pouvez consulter et voir le graphique avec un petit peu plus de détails. Donc, au bout de 5 ans, on détecte un effet positif des flux des demandeurs d'asile sur le niveau de vie moyen. Pourquoi au bout de 5 ans? Les demandeurs d'asile, contrairement aux migrants permanents, arrivent de pays qui sont en conflit, donc ils n'ont pas nécessairement, en fait, ils ne demandent pas une autorisation de s'installer sur le territoire national pour des raisons qui sont souvent citées comme économiques, et donc ils ont une composition différente, certes, et en plus ils ont un accès restreint au marché du travail au moment de leur arrivée. Et non seulement ils ont un accès restreint au marché du travail au moment de leur arrivée, mais en plus ils ont un accès restreint aux services publics au moment de leur arrivée. Et donc les demandeurs d'asile, effectivement, on ne s'attendait pas à avoir un effet immédiat, mais au bout de 5 ans, et c'est probablement le temps de s'intégrer sur le marché du travail, ou le temps dont certains vont accéder au statut de réfugiés bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, qui vont faire qu'on va détecter une implication qui est positive, mais dans le temps. Concernant les migrants permanents, ils ont un accès sans restriction au marché du travail au moment où ils arrivent, ils ont un accès complet aux services publics, et donc les migrants permanents, dès leur arrivée, on voit clairement à l'échelle de l'économie dans son ensemble qu'il y a certes une augmentation des dépenses publiques, donc c'est le premier graphique qui est affiché, à droite, mais par contre, ils profitent des services publics, mais aussi ils contribuent à tout, ils contribuent en fait aux caisses de sécurité sociale, ils consomment, donc ils payent la TVA, et donc dans les recettes publiques, ils ont une contribution. Et donc le deuxième graphique, comme vous pouvez le voir, c'est la réaction des recettes publiques en proportion de nombre d'habitants à l'arrivée de migrants permanents, et on voit clairement qu'il y a une augmentation des recettes publiques qui fait plus que compenser l'augmentation des dépenses publiques. Et l'effet sur le solde, à l'arrivée des migrants permanents, il est positif. Et donc les migrants permanents, effectivement, sont plutôt, donc on ne voit pas un effet négatif des migrants permanents lorsqu'on les prend dans leur ensemble, ils n'ont pas un effet qui est négatif sur les finances publiques des pays d'accueil. Et en plus, on détecte plutôt des effets qui sont positifs. Cet effet positif, c'est un effet qui est sur les finances publiques et aussi sur le niveau de vie moyen qu'on mesure, ou sur la croissance qu'on mesure avec la production par tête. Comment on explique ces effets? Je pense que voilà, c'est bien de vous présenter des résultats, mais c'est aussi bien de vous donner quelques intuitions pour lesquelles... J'ai encore le temps? Un tout petit peu. D'accord. Je vais faire vite. Et comment on obtient ce résultat? Donc on a essayé d'analyser les choses pour les migrants permanents. Donc pour les migrants permanents sont majoritairement composés de populations en âge de travailler. Et donc, à leur arrivée dans le pays, ils vont augmenter la part des personnes qui sont en âge actif. Et on va avoir une réaction positive du taux d'emploi moyen dans les pays d'accueil. Ensuite, donc comme je l'ai abordé tout à l'heure, il y a d'une partie, donc ces migrants permanents, ils vont contribuer au financement des systèmes de protection sociale. Et ces systèmes de protection sociale, en fait, si vous regardez la composition par âge de notre population en France ou dans les populations européennes d'une manière générale, on a plutôt une population qui est vieillissante. Et donc la majorité de nos dépenses publiques de protection sociale, ce sont des dépenses publiques sous forme de transfert vers des personnes qui ne sont plus en âge de travailler. Et donc les migrants permanents, à leur arrivée, ils vont contribuer à financer les transferts
qui profitent aux personnes qui sont les plus âgées, et qu'on peut expliquer cet effet, en fait, les données, on peut l'expliquer par le simple, à l'échelle globale, bien sûr, par le simple explication de la structure par âge, puisqu'on n'a pas les données détaillées qui nous permettent d'analyser d'autres canaux, comme la qualification. Alors, dans les dépenses publiques, la question qu'on s'était posée, alors, puisque tout le monde nous dit que la migration, les migrants profitent des prestations sociales, et notamment familiales. Eh oui, les migrants, ils sont en âge de travailler, donc ils sont en âge d'avoir des enfants, et lorsqu'on est en âge d'avoir des enfants, proportionnellement à la population, la migration va contribuer à augmenter les dépenses qui sont consacrées aux familles et aux enfants. Mais dans les finances publiques, il n'y a pas que les dépenses consacrées aux familles. La plus grande partie de nos dépenses publiques à caractère de protection sociale sont destinées plutôt à financer des prestations de retraite. Et une personne en âge de travailler n'est pas en âge non plus de demander sa retraite. Et donc, on peut voir clairement que les flux migratoires de migrants permanents contribuent à financer les retraites dans les pays d'accueil. On a continué un petit peu le raisonnement, puisqu'en fait aujourd'hui, alors je vais passer à la conclusion. Je laisse de côté les dépenses sur le marché du travail. Donc comme vous le voyez, en fait, l'effet global, donc lorsqu'on prend vraiment toutes les dépenses publiques et toutes les recettes publiques et qu'on regarde le solde, on a un effet positif de la migration, c'est ça que nous disent les données. Et que lorsqu'on regarde les effets de composition, effectivement, il y a certaines idées reçues qui sont vérifiées, parce que c'est simplement, effectivement, c'est des personnes qui sont en âge d'avoir des enfants, et donc ils augmentent les dépenses familiales. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a à financer des dépenses de retraite dans nos sociétés en fait, européennes qui sont vieillissantes. Et donc je vais conclure, si je retrouve ma conclusion. Donc ce qu'on essaye de faire en fait, dans le cadre de cette table ronde, c'est de vous présenter en fait, l'état des connaissances à ce jour sur l'impact économique de la migration dans nos sociétés européennes et notamment en France. Ce que la recherche scientifique nous montre, c'est que la migration n'est pas responsable de nos problèmes d'emploi, la migration n'est pas non plus responsable de nos problèmes de budget, et on ne dit pas non plus, en fait, en tant qu'économiste, qu'il faut absolument utiliser la migration comme une solution à nos problèmes économiques ou sociaux. Ce n'est absolument pas notre message, parce que la migration, c'est une question qui engage beaucoup d'aspects, et une politique migratoire d'un gouvernement ne peut pas s'arrêter à la question économique. La seule chose qu'on essaye de faire en économie, c'est simplement mettre à disposition un état de connaissance. Qu'est-ce que nous disent les données lorsqu'on essaye d'avoir un raisonnement logique sur ces données. Il me semble qu'aujourd'hui, que le problème qu'on a avec la question migratoire, c'est plutôt un problème diplomatique, surtout à l'échelle européenne, et que ces problèmes diplomatiques seraient sûrement allégés si on se débarrassait de cette idée reçue que la migration est un fardeau économique. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Je précise que l'article de Ekram Bhuptan auquel faisait allusion sur le site de The Conversation s'appelle « Non, les demandeurs d'asile ne sont pas un fardeau pour les finances publiques européennes ». Donc vous pouvez y retrouver les graphiques éventuellement et le raisonnement plus en détail. Alors, comme on a très peu de temps, on va prendre 3 questions, 3 pas plus, et je demanderai aux intervenants de répondre très vite. Alors, qui veut commencer? Une question très rapide. Monsieur? Oui? Il y a un micro qui arrive, je pense. Enfin, j'espère. Voilà. Je vous demande de faire des questions très courtes, si vous voulez bien. Monsieur, ici. Et de préciser si vous adressez à des intervenants particuliers ou en général. Non, je m'adresse aux intervenants en général. J'ai une question sur le cas de la Grande-Bretagne, qui a connu 2 vagues d'immigration assez différentes. Une vague d'immigration s'il vous plaît, relativement ancienne en provenance des pays du Commonwealth, des anciennes colonies britanniques, l'Inde, le Pakistan, etc. Et une immigration beaucoup plus récente suite à l'entrée des pays de l'Est dans l'Union européenne à partir de 2004, donc avec une forte immigration venant de Pologne, de Roumanie, de Lituanie. Or, il semble quand même que d'après ce que j'ai lu, cette vague d'immigration récente a eu un impact assez fort sur le vote en faveur du Brexit. Bon, peut-être pas sur les questions d'emploi, encore l'impact sur les emplois non qualifiés. Je ne pense pas sur les préoccupations qu'on appelle culturelles, puisque c'est une immigration blanche, mais j'ai vu quand même qu'il y avait, c'est peut-être du ressenti, l'accès à certains services publics
en particulier les écoles et le service public de santé britannique qui n'est pas en grande forme. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Oui, là-bas. Monsieur. Au vu de tous les aspects positifs que vous avez évoqués, pourquoi ne faudrait-il pas utiliser l'arrivée des migrants pour améliorer la situation économique d'un pays? Merci. Alors, une dernière devant. Voilà, allez-y. Pourquoi l'effet de la migration est différent entre les États-Unis et les pays européens? D'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors, qui veut répondre sur la Grande-Bretagne? Si quelqu'un a une idée sur la Grande-Bretagne. Anthony Edo. Bon, sur la Grande-Bretagne, c'est vrai que là, il y a une littérature très récente, depuis la montée des partis d'extrême droite en Europe depuis les années 2014-2015, il y a une littérature en économie, là, très récente, depuis 2-3 ans, qui essaie de voir l'impact de l'immigration sur les comportements électoraux et notamment sur le vote pour les partis d'extrême droite ou sur ce genre de choses comme le Brexit, etc. Et donc oui, il y a des études qui montrent que l'immigration, notamment d'Europe de l'Est, a contribué au vote pour le Brexit. Et il y a certaines études qui montrent que plus d'immigration a tendance à affecter le vote pour l'extrême droite, etc. Il y en a d'autres qui montrent des effets plutôt négatifs. Je ne préférerais pas ici avoir un discours très dur sur ces questions-là, parce que pour l'instant, l'état de la connaissance, pour moi, il n'est pas encore assez suffisant pour vraiment établir un lien clair entre immigration et vote pour les extrêmes. Mais est-ce qu'on sait s'il y a eu un poids plus important sur les secteurs de santé et d'éducation, enfin en gros sur les services publics de l'immigration, essentiellement polonais? Mais là, donc, on s'écarte de l'impact sur le vote, sur les comportements électoraux, c'est ça? Mais est-ce que c'est un effet indirect? Est-ce que l'effet sur les services publics fait... Ça, c'est très difficile en économie. Vous voyez, c'est très difficile d'étudier ce genre de choses. Les canaux de transmission sont très difficiles à étudier. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une étude en économie qui a été menée pour la Grande-Bretagne et qui montre qu'en moyenne, l'immigration, et notamment donc d'Europe de l'Est, a eu des effets plutôt positifs sur le salaire moyen et l'emploi moyen en Grande-Bretagne. Maintenant, il y a eu parfois des effets un peu de redistributifs, comme tout à l'heure. Cette même étude montre que les Britanniques, à l'échelle du bas des qualifications, ont plutôt eu tendance à voir leur salaire et l'emploi baisser, alors que ceux plus hauts ont eu tendance à voir leur emploi et salaire augmenter. Donc un effet à l'américaine plutôt qu'à l'européenne. Exactement, et bien sûr, il n'y a pas que des considérations économiques qui peuvent pousser les individus aussi à voter pour tel ou tel parti ou à être en faveur du Brexit. Il y a aussi des considérations culturelles, etc. Et c'est très difficile à isoler tout ça. Je crois qu'Helmut voulait faire une référence à une étude spécifique sur la Grande-Bretagne. Sur la Grande-Bretagne, vous avez en 2015, il y a eu une étude faite par, une méta-analyse, qu'on appelle une méta-analyse, c'est l'état des lieux de la littérature de manière extrêmement précise, qui a été fait par notre collègue Dutzmann et qui a été publié dans le Journal of Economic Literature, qui a à peu près 70 pages d'état des lieux extrêmement précis sur la Grande-Bretagne en particulier, sur l'effet sur les finances publiques, sur ce que les anglo-saxons appellent le magnet effect, c'est-à-dire l'effet d'aimant, d'attraction des immigrés pour des motifs de consommation ou de dépenses. Et ils trouvent un effet qui est convergent avec ce qui a été présenté précédemment. Donc en fait, le problème que vous posez est un problème... donc j'ai fait un livre qui s'appelle « L'immigration en France, mythes et réalités ». Il y a un chapitre qui est consacré aux problématiques des représentations. Et en fait, on a sans arrêt un écart entre les motivations Brexit, par exemple, et les perceptions. Donc ici, évidemment, dans la presse, on a rapporté que c'était les Polonais, les pays de l'Est. Il y a eu en effet une augmentation forte de l'immigration temporaire ou permanente en provenance des pays d'Europe centrale et orientale. Mais ce qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'au moment de la crise, juste après 2008, vous avez eu un retour des Polonais massif, 30% qui sont revenus en Pologne, d'Irlande et de Grande-Bretagne. Et vous avez eu aussi une Pologne qui est devenue aussi un pays qui accueille beaucoup d'immigration. Et en fait, alors je vais vous répondre en vous répondant sur l'Allemagne, parce que notre collègue François Héran a fait un travail très précis de décomposition du vote pour l'AfD, c'est-à-dire Alternative für Deutschland, qui est le parti d'extrême droite allemand, et la localisation des immigrés, mais vraiment de manière fine. Et il montre un truc qu'on voit aussi en France, nous on a regardé ça au niveau des bassins d'emploi. Vous avez des sentiments anti-immigrés dans les endroits où il y a très peu d'immigrés, et des sentiments plutôt pro-immigrés dans les endroits où il y a plus d'immigrés.
Ceci est un paradoxe qui est lié au fait que, et je travaille aussi moi sur les délocalisations, on a à peu près les mêmes problèmes, c'est que c'est l'effet de représentation que constitue un phénomène social auquel on associe l'immigration, mais en réalité, sur le Brexit, je rejoins exactement ce qui a été dit par Anthony à l'instant. En fait, on n'est pas très éloigné dans la composition du vote. Il y a quelques travaux de politistes qu'on peut regarder de ce qui s'est passé aux États-Unis avec le vote Trump. Parce qu'en fait, c'est les perdants de la mondialisation, les classes moyennes en particulier, poussées par le progrès technique, poussées par les délocalisations, poussées par éventuellement aussi l'immigration, qui, dans certains cas, ont considéré que leur place n'était plus là où elle devait être et ont réclamé ce Brexit comme un phénomène populiste en réalité qu'on observe en France ou en Italie. Alors, Ekram Bouptane voulait ajouter un mot et je lui demande d'enchaîner sur la réponse à la question de pourquoi l'immigration n'est pas une solution, puisqu'elle l'a dit en conclusion. Donc la perception qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'on constate quand même que, en tant qu'économiste, qu'il y a des préoccupations qui sont légitimes de la classe moyenne en matière économique et sociale, qu'on a peut-être une progression des inégalités qui sont liées à ces phénomènes de mondialisation. Le problème, c'est qu'on assiste aussi, et ça c'est peut-être une perception ou une opinion si vous préférez, que la question migratoire a toujours été utilisée par certains comme un dérivatif pour ne pas répondre aux préoccupations de cette classe moyenne qui concernent des questions économiques et sociales. Donc si la réponse est de dire, tiens, en fait, on a des problèmes économiques et sociaux, arrêtons la migration et nos problèmes vont disparaître comme par magie, on a l'impression aujourd'hui, effectivement, que certains partis politiques ou certains dirigeants politiques utilisent cette question-là pour éviter de traiter, au fond, ces problématiques économiques et sociales. Et donc je réponds à la question qui concerne pourquoi on ne va pas utiliser la migration comme une solution, parce que nos problèmes économiques et sociaux sont déterminés, ils ont des facteurs explicatifs qui sont extrêmement complexes et qui ne sont pas nécessairement la question migratoire. Et donc si on doit mettre en place une politique pour réduire le chômage, pour améliorer les niveaux de croissance, pour avoir des finances publiques saines à long terme, ce n'est pas en agissant sur la migration qu'on va le faire. Il faut qu'on attaque les autres facteurs économiques qui explique ces questions-là économiques et sociales. Et donc, ce qu'on dit, nous, en tant qu'économistes, c'est qu'abordant les problèmes économiques de face, d'une façon rationnelle, et arrêtons d'instrumentaliser cette question qui aboutit à des... Je ne sais pas comment le qualifier, parce que le Brexit aujourd'hui, cette pièce de théâtre, on va être gentil, qui est le Brexit. C'est-à-dire qu'on est en face dans un problème, c'est que des gens qui ont milité pour la sortie du Royaume-Uni n'ont même pas réfléchi sur la mise en place de cette sortie de l'Union européenne. Et donc, c'est très bien de laisser le peuple s'exprimer, mais il faut aussi faire le travail pour lequel nos dirigeants sont censés faire le travail, c'est-à-dire réfléchir sur la faisabilité de la mise en œuvre de cette situation. Le Royaume-Uni est un pays qui a profité énormément des flux migratoires selon toutes les études qui ont été établies et qu'a priori sur la question économique, il n'y avait pas vraiment un problème en soi. Voilà. Juste un mot. Oui, non, juste un mot en complément de ce que vient de dire Ekram. Sur les décalages là aussi entre ce qu'on affecte à la migration. Ça rejoint la question pourquoi nous, économistes, nous considérons que la migration n'est pas non plus la solution à tout. Elle n'est pas la solution au vieillissement, il y a d'autres façons d'augmenter. C'est une des solutions, mais ça n'est pas la seule. Elle n'est pas la solution non plus au marché du travail, parce qu'il faut réformer le marché du travail pour, disons, assouvir les besoins à tous les niveaux de qualification. Mais elle en fait partie. Et si on regarde un mythe que je développe dans mon livre qui s'appelle il y a un mythe, une idée reçue, qui est l'immigration tue l'intégration. En réalité, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement faire une simulation dans laquelle vous arrêtez les flux migratoires, qui sont déjà pas très élevés, puisqu'on est à peu près à 200 000 migrants par an et 100 000 repartent, 200 000 à 240 000 dans les périodes et 100 000 repartent, donc on a un flux net de 100 000, dont 20 000 à 25 000 de travail, et parmi les 20 à 25 000 de travail, 10 000 sont des étudiants qui transforment leur statut en salariés, donc ce n'est pas vraiment des primo-arrivants. Et quand on regarde les aspects liés à un sujet qui est l'intégration et les ghettoisations, on observe que ça n'a pas grand-chose à voir avec les flux d'immigration,
puisqu'en fait les ressorts des zones urbaines sensibles, des endroits où se trouvent des difficultés, c'est des ressorts qui interrogent d'autres politiques structurelles. La politique du marché du travail, bien sûr en premier lieu, on en a parlé tout à l'heure sur les problématiques d'insertion des immigrés sur le marché du travail et des descendants d'immigrés, qui est moins bonne pour toute une série de motifs, des problématiques de politique structurelle liées à la politique du logement qui a totalement échoué, la politique d'aménagement du territoire a totalement échoué, et des problématiques de politique d'éducation. Donc si vous mettez de côté la politique d'immigration et vous faites l'hypothèse qu'on fait une immigration zéro, en allant plus loin même que ce que disent certains partis extrémistes, eh bien vous n'aurez pas réglé ces phénomènes structurels qui sont d'autres types de ressorts. Les effets d'évitement, il y a un beau papier que j'aime bien de Jacques Lévy qui a été publié récemment, qui est un géographe, hein, il faut aussi citer les autres sciences sociales, qui travaille sur les questions et qui a analysé un peu les histoires de gilets jaunes et des histoires d'évitement. C'est-à-dire en fait les populations qui ont quitté les agglomérations, où il y a au contraire d'ailleurs beaucoup plus de solidarité, et vous avez eu des effets d'inégalité territoriale, ethnique et sociale qui se sont cristallisés ensemble de manière inédite dans l'histoire du capitalisme français. C'est à partir de la fin des années 80 quand on a des inégalités qui se superposent avec des assignations à résidence de gens qui sont vulnérables et qui sont en difficulté. Mais ceci n'a encore une fois rien à voir avec la politique d'immigration d'aujourd'hui. Ça l'a eu peut-être avec les descendants d'immigrés et la manière dont on a importé de l'immigration dans des zones où il y avait des usines, etc. Mais ensuite, l'effet de ghettoisation, de zones urbaines sensibles, etc., qui sont d'ailleurs pas représentatif de l'ensemble de l'intégration, mais qui pose tout de même un problème, cet effet-là est lié à ces trois politiques structurelles qui ont largement échoué et qu'il faut réformer. Donc c'est ça qui est, à mon avis, la question. Et puis dernier point, on n'a pas donné un chiffre dans les représentations. En ce moment, on parle beaucoup, on revient sur ces histoires de grands remplacements. Alors moi, je m'amuse beaucoup à faire un test. Je dis aux gens, quelle est la part des Français qui ont les 4 grands-parents français ? Quelle est la part des Français, c'est-à-dire des gens qui sont nés en France, c'est ça l'idée, hein, nés en France, ayant les 4 grands-parents nés en France. C'est ce que l'INED, l'Institut national d'études démographiques, définit comme la notion de population majoritaire. Grâce à l'enquête Trajectoire et Origine, INED-INSEE, on est capable de suivre, de tracer les origines des Français de cette manière. Enquête très sérieuse et très bien faite. Alors, je ne vais pas faire le sondage ici, parce que Yann vient de dire qu'on n'a pas le temps, qu'on a déjà dépassé. C'est vrai. Mais j'aurais bien aimé savoir quelle est la réponse qu'on pourrait donner à cette question. Est-ce que je peux essayer une fois ? Allez. Ça va être un peu sympa. Ça va un peu animer les choses. Alors qui veut me dire... Pour une fois, c'est la salle qui va donner les chiffres. Quelle est la part ? Voilà, je voudrais juste savoir. Parce qu'à chaque fois que je donne, j'interroge, c'est assez intéressant. Je vous donnerai le chiffre réel après. Quelle est la part des Français qui ont les 4 grands-parents nés en France ? Allez-y. 45%. Allez-y. 6%? 10%? Allez, monsieur, là, oui. Je prends un échantillon. Attendez. On va pas entendre la réponse. 20%? 20%. Allez, encore un chiffre. Qui dit mieux? 11%. Monsieur? Voilà. Alors, idée reçue remarquable, même chez les intellectuels. C'est le chiffre est 76%. Merci à vous qui étiez la plus proche, 50%. Mais à chaque fois que je fais une conférence sur l'immigration et que je demande aux gens quelle est à votre avis la part des Français qui ont les 4 grands-parents français, on me répond 20%, 25%. Donc on a intégré l'idée qu'on est dans le grand remplacement. En réalité, il n'y a que 24% de gens qui ont au moins un grand-parent qui n'est pas né en France. Donc en fait, pourquoi cette représentation, elle est liée... Elle est totalement erronée, mais regardez, le rapport de l'INED, l'enquête Trajectoire et Origine annuelle, documente cette question-là très bien. Je vous recommande la lecture de ce rapport qui a été fait par Patrick Simon et, vous voyez, je cite beaucoup les autres sciences sociales, hein, Chris Beauchemin, etc. Lisez-le et vous allez voir que les idées reçues sont extrêmement profondes et erronées. Maintenant, si vous décomposez ce taux de 60... Eh oh, un peu de calme là, c'est important. Si vous décomposez ce taux de... Eh oh, hey, encore 2 minutes là, stop, s'il vous plaît. 75%, c'est 76%. Vous les décomposez par région ou par département. Là, vous allez retrouver la question qu'on vient juste d'annoncer, d'évoquer, qui est la question des déterminants des ségrégations urbaines. Ben, vous allez trouver ce taux tomber justement à 25% dans
les territoires les plus compliqués, c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis par exemple. En effet, le taux est de 25%. En Île-de-France, il est de 56%. Mais en moyenne nationale, il est de 76%. Et c'est exactement le même qu'en Allemagne et qu'en Suède. Donc au fond, on est dans des mécanismes de manipulation, de grands remplacements, qui donnent lieu quand même de manière terrifiante à des actes terroristes, on vient de le voir en Nouvelle-Zélande, et notre objectif aussi ici, c'est quand même que les intellectuels que vous êtes, en formation pour certains, bien établis pour d'autres, eh bien, puissions intervenir dans le débat public pour non pas être pro-immigrés, c'est pour ça que nous ne considérons pas que l'immigration est la solution à tout, mais simplement pour rétablir les faits à partir du corpus de connaissances dont nous disposons et dont certains ont été exposés brillamment par mes deux jeunes collègues. Merci. À propos de jeunes collègues, il reste une question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Juste 2 secondes. Il restait une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est la différence États-Unis-Europe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Rapidement, la réponse, elle est à faire en 2 temps. S'il vous plaît. D'abord, l'une des différences entre ces 2 continents est bien sûr la rigidité, par exemple sur le marché du travail. Il y a des salaires plus ou moins rigides dans ces 2 pays. Mais globalement, selon les études, ce qui est important, c'est que la structure de qualification des immigrés depuis les années 90 aux États-Unis a été majoritairement non qualifiée. Et en Europe, comme ça a été montré tout à l'heure par la première présentation, elle est plutôt qualifiée. Donc voilà, il faut retenir ça. Les immigrés qui arrivent d'une année sur l'autre depuis les années 90 sont de plus en plus qualifiés en Europe et en France. Alors qu'aux États-Unis, ce sont plutôt les Mexicains, les Salvadoriens qui arrivent, les pauvres. Et ça fait une différence en termes d'effet sur le marché du travail. Voilà. Merci beaucoup à tous.